Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, je te propose qu'on se fasse un petit point sur cette nouvelle lune éclipsée du 20 avril, donc dans une poignée de jours. Donc deuxième nouvelle lune de la saison du Bélier. Donc on est bien sur les dynamiques de départ. C'est ce que je t'avais dit dans un des podcasts précédents, quand je t'avais parlé de l'ouverture de l'année d'astrologique. On a bien la dynamique d'élan, de prise d'élan qui est présente ici, avec cette nouvelle lune à 29 degrés du Bélier, en plus sur le tout dernier degré du Bélier. Donc on a toute la puissance de cette énergie de départ qui est contenue dans l'énergie même du Bélier. On est sur les starting blocks de quelque chose de profondément nouveau, une grande énergie. Et tu le sais comme moi, quand on est sur le départ de quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'on laisse. Ça, c'est le jeu perpétuel. Tu ne peux pas mettre de nouveaux vêtements dans ton armoire si tu n'as pas enlevé les anciens. D'accord ? C'est le principe de base. Rien ne peut rentrer de nouveau dans ta vie si tu n'as pas fait circuler l'ancien, si tu n'as pas recyclé l'ancien, si tu n'as pas intégré l'ancien. Ça, c'est important. Mais le travail de clôture et j'allais dire de finition, mais c'est pas tout à fait le bon mot, mais le travail de clôture a déjà commencé depuis un bout de temps, comme le travail d'accueil à ce qui se prépare de nouveau aussi a déjà commencé depuis un bout de temps. Et les effets de surprise sont rarement aussi incroyables que ça en temps d'éclipse. Souvent, les situations qui viennent se révéler ou venir frapper notre conscience au moment des éclipses sont déjà en latence depuis pas mal de temps. Et on passe souvent sur des phases de concrétisation plutôt que sur des phases de oh mon Dieu, tout de suite, là, maintenant, révélation, choc, braquage à gauche, et on fait demi-tour. Non, il y a quelque chose qui est plus progressif que ça. Les éclipses, c'est des cycles de 19 ans. Et même si on a ces points culminants du mouvement astronomique, écliptique, qui viennent mettre en saillance certaines choses, néanmoins, on est sur des cycles de 19 ans et sur des cycles de nos évolutions personnelles, tant sur le plan de notre conscience que sur le plan de notre inconscience, tant sur le plan du tangible que sur le plan de l'intangible, et bien finalement progressent aussi à ce même rythme. Tous les 19 ans, je précise, d'un point à un autre, parce que les saisons d'éclipses, c'est tout le temps qu'il y en a. Des éclipses, c'est tout le temps qu'il y en a. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toujours 2 saisons d'éclipses par an. Et donc ça ne change pas. Mais pour qu'elle regagne ce même point, eh bien, il faut 19 ans. Donc, si tu as un CV déjà un petit peu marqué, une petite biographie à temps actif, donc sous-entendu si tu as plus de 19 ans, même un petit peu plus aussi, tu peux te référer à ce que tu as vécu il y a 19 ans, en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé entre-temps, mais si tes points personnels sont particulièrement concernés par cette éclipse, eh bien, écoute, tu peux jeter un petit coup d'œil dans le rétro. Ça te donnera des indications pour peut-être mieux te piloter, prendre appui. En 19 ans, on a le temps de faire des bilans par rapport aux événements de vie qu'on traverse. Donc, tu as peut-être un bilan qui peut être utile là, pour transiter vers ce nouveau départ. Alors, nouveau départ hyper marqué, parce que cette nouvelle lune éclipsée est quand même en carré à Pluton. Pluton qui lui aussi est sur un nouveau départ, même s'il n'a pas tout à fait fini le boulot en Capricorne et qui va y retourner d'ici le mois de juin, qui va d'ici quelques semaines aussi repasser en marche rétrograde. Mais Pluton qui démarre un nouveau passage dans le cycle du Verseau, ça n'était pas arrivé depuis 250 ans. Et là, c'est pareil que pour tes 19 ans à toi, c'est qu'en 250 ans, tout a bougé, beaucoup de choses ont bougé, et que Pluton, il arrive sur une énergie du Verseau qui a été bien travaillée en 250 ans par tout ce qui s'est passé dans ce secteur-là du ciel, et qui, elle aussi, s'est imprégnée, s'est infusée d'une autre dimension. Surtout si l'on bascule
le lien entre l'énergie du Verseau et son rattachement en fait à tout ce qui va être énergie du collectif. Il y a ça dans le Verseau. Le Verseau, c'est la singularité qui est utile au collectif. On est sur la fusion de l'axe de Lion et du Verseau. Lion, la singularité, Verseau, le sens et la beauté de toutes ces singularités qui se rapprochent en groupe. Tu vois, les groupes hétéroclites. Mais qui néanmoins arrive à cultiver un sentiment d'appartenance, ce socle-là, sociétal, il a aussi beaucoup changé. La notion de groupe, elle a beaucoup changé. La notion de collectif a beaucoup évolué. Donc on a du nouveau, tout chaud, tout beau, sur cette nouvelle lune, éclipse solaire. Alors, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Qu'est-ce que ça fait à l'extérieur? Bon, déjà, pas d'inquiétude particulière, tu t'es pas trompé de casting. C'est évident que cette éclipse vient nous chercher au-delà de nos zones de confort. On est bousculé par ces cornes du bélier, là, qui nous obligent un petit peu à aller prendre affirmation sur ce qu'on a envie de faire, en fait. C'est vraiment un peu une lunaison qui, quelque part, a quelque chose d'assez auto-centré, dans la mesure où, derrière l'archétype du bélier, il est la question de l'identité, en fait, personnelle. Et l'identité de comment je me présente au monde, en fait, comment je nais, c'est le premier signe du zodiaque, le bélier. Donc comment j'apparais, comment je viens à interagir avec le monde. Et là, la nouveauté globale, elle est ici. Donc comment je mets de moi, comment j'arrive, moi, dans ce monde dans lequel il y a un petit point qui picote depuis 2018 et qui sera encore jusqu'en 2025. C'est Chiron, qui est à la fois notre plus grande blessure ici, blessure identitaire, et en même temps notre plus grande guérison. On a les deux polarités avec Chiron, et nous voyons tout de suite qu'avec cette nouvelle lune éclipsée à cet endroit-là, et dans la même énergie que Chiron, on a vraiment une possibilité de se rafraîchir, en fait. Se rafraîchir, se révéler avec plus d'audace, oser davantage, assumer. Il y a vraiment quelque chose qui nous demande de nous assumer dans cette nouvelle lune, d'assumer qui nous sommes, d'assumer, alors, non seulement les parties de nous qu'on aimerait voir nimbées de reconnaissance, mais aussi assumer ce qui est de l'ordre de nos vulnérabilités, de nos fragilités, de nos imperfections, de nos identités humaines toutes simples et toutes bêtes qui font que nous sommes beaux, quoi. On est beau, on n'est pas beau parce qu'on est parfait, on est beau parce qu'on est imparfait. On est beau de nos différences et on est beau des choses qui nous distinguent. C'est un petit peu ça, la beauté, je trouve. D'ailleurs, ça me fait penser, quand dans les années, début des années 90, il y avait eu toute cette vague de mannequins top modèles hyper médiatisés. Il y avait les Cindy Crawford, les Claudia Schiffer, les Linda Evangelista, toutes ces jolies femmes, là, très très belles femmes. En fait, elles étaient singulières dans leur beauté par leurs petites différences. Cindy Crawford, c'était son grain de beauté et ses sourcils très, très fournis. Claudia Schiffer, on la mettait en avant parce qu'elle avait un physique qui faisait un petit peu un rappel aux années 50, aux années 60. Kate Moss, c'était son androgynie qui était mise en valeur. Tu vois, c'était vraiment les singularités et non pas la ressemblance à un modèle préétabli qui venait marquer un peu l'idée de la beauté. Bon, là, c'est pareil. On a ce truc de dire, oui, tiens, tu vois, t'es comme ça, il y a peut-être des choses qui, toi, ne te plaisent pas du tout, mais en fait, ça fait tellement partie de toi et à l'extérieur de toi, on trouve ça beau. Donc, un encouragement à être dans quelque chose qui est un peu plus authentique, une révélation de soi-même,
cette nouvelle lune, soleil éclipsé, nous fait toucher du doigt aussi des vérités sur nous-mêmes, alors profondes, parce que Pluton est dans le jeu, donc forcément on n'y va pas avec le dos de la cuillère, on y va avec une forme d'intensité émotionnelle qui est à prendre en considération d'ailleurs pour savoir comment se manager un petit peu pendant ce moment-là, parce qu'il y a certainement une fatigue associée à ça, mais je vais y revenir dans quelques instants. Cette énergie fougueuse du bélier qui ne demande qu'à s'exprimer, là, qui est pleine balle quand même, depuis le 20 mars, depuis le début de l'année astrologique. Là, on a vraiment cette énergie guerrière, c'est Mars, le bélier. On essaie un peu d'ordonner les choses en fait dans les actions, on essaie de sortir un peu des aspects viscéraux. Mars qui va venir en contact un peu délicat, pas une conversation très fluide avec Chiron, justement, dont je te parlais il y a un instant. Mars en Cancer. Bon, on n'est pas à l'abri d'une petite réaction viscérale qu'il conviendrait d'aller un petit peu apaiser, contourner, peut-être pas, mais en tout cas d'aller... je cherche un mot. Entourer, en fait. Voilà, c'était ma confusion avec contourner, c'est d'aller entourer avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'apaisement. Est-ce que notre envie de réagir ne doit pas davantage s'écouter et se comprendre plutôt que d'être mise réellement dans le concret? Est-ce que on ne peut pas prendre un temps de souffle et de respiration pour voir si ce qu'on a envie de faire est cohérent? Mercure en Taureau, va chercher la cohérence, le pragmatisme. Est-ce qu'on ne peut pas justement ajuster l'action que nous avons envie de mener, la réaction, au contexte, parce qu'il y a du karmique, comme toute saison d'éclipse. Il y a beaucoup de choses qui nous viennent d'ailleurs et des choses qui nous font réagir sans que souvent nous ne sachions pourquoi. Donc peut-être une intelligence émotionnelle, de prise de recul, d'observation à activer à ce moment-là, de retour peut-être aussi à l'intérieur de soi pour trouver le juste positionnement, la juste posture en fait dans ce que nous serons amenés à vivre. Alors, dans un premier temps, on peut avoir l'impression qu'il y a un peu une erreur de casting et de se retrouver en jupon du XVIIIe siècle dans le décor du film de Rambo, si tu vois ce que je veux dire, comme contraste énergétique. Je te rassure, ce n'est pas une erreur de casting. On te demande effectivement de mettre les mains dans le cambouis, d'aller... je ne vais pas dire à la bataille parce que c'est pas question de ça, mais d'aller en tout cas dans l'action et de t'impliquer et de t'assumer dans l'action. Il n'est pas question de nous faire des plans, tu vois, comme on voit souvent d'ailleurs dans les films de guerre. Allez-y les gars, continuez tout seul. C'est pas grave, laissez-moi là. Non, en fait non, on a besoin de toi, quoi. Donc on t'attend et on va t'aider parce que même si on est dans cette énergie de la singularité, de l'individualité, et le principe d'individuation selon Jung est incarné dans l'énergie du bélier. Donc je t'encourage à aller regarder de quoi il est question si tu veux aborder les choses par un angle, psychanalytique, un peu différent, sur un plan archétypal un peu différent. Tu peux te rapprocher de ce que Jung dit sur le processus d'individuation qui est contenu dans toute la roue astrologique, mais dont le point de départ est comme pour tout le bélier. Donc ça, c'est très important. C'est le petit enfant, le bélier. Vraiment, cette jeunesse et cet élan de croissance phénoménal que l'on observe chez les enfants qui arrivent à doubler leur poids, leur taille en quelques mois. C'est assez hallucinant quand on regarde ça en fait à échelle d'une vie, de se rendre compte de la puissance vitale qui est contenue dans l'organisme, dans le corps, dans le cerveau, dans le cœur des tout petits enfants qui se retrouvent ainsi sur des courbes de croissance incroyables. Bon, je vais faire la parenthèse parce que je vais me perdre.
Je vois toutes les courbes de croissance des enfants là. Ouh, ça, ça me dévie un peu. Donc non, il n'y a pas d'erreur de casting. Il n'y a pas de je reste aussi, voilà, je me terre en attendant que ça se passe. Mets-toi en off, si tu as besoin de te mettre en off, mets-toi en recul, mais ne va pas prendre une posture de procrastination, s'il te plaît. En fait, on a besoin de toi de manière active et présente, on a besoin que tu t'affirmes, toi, parce que c'est la somme d'individus correctement affirmés et positionnés dans leur vie qui font des collectifs forts. Et c'est en ça que s'occuper de soi, s'occuper de son bien-être émotionnel, se former, aller doper ses compétences, aller à la rencontre des autres, s'enrichir, c'est en ça que ça n'a absolument rien d'égoïste de prendre du temps pour faire tout ça pour soi et au contraire un cadeau incroyable que tu fais au collectif. Donc avance en paix avec tes envies de repli stratégique si tu en as, mais sache que ce repli stratégique est destiné à te permettre de prendre de l'élan pour la suite. Ne le perds pas de vue, c'est confortable à un moment donné de rester à l'intérieur, comme parfois il est confortable de se comment dire, de passer beaucoup de temps, par exemple, dans des activités réceptives, yin, mais là on est dans une énergie yang, on est complètement dans une énergie yang. Donc on nous demande vraiment ce passage à l'action, cette prise d'engagement, cette prise de décision, prise d'engagement parce que Saturne, au tout début du signe des Poissons, vient aussi rigoler un petit peu avec ce qui se passe. Il y a cette attente, un petit peu, ce sous-jacent d'aller transiter, de faire se jeter de pièces en l'air et de commencer en fait à rentrer dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil à notre disposition ? Déjà, on a Jupiter qui est dans l'énergie du Bélier et qui, lui, est vraiment... Alors, Jupiter, c'est le miroir grossissant. Donc, il faut quand même qu'on regarde un petit peu sur d'où on part pour comprendre comment Jupiter va agir de manière singulière. Miroir grossissant, dans le Bélier, il est grossissant de quoi ? Il est grossissant du courage, il est grossissant du leadership, il est grossissant de l'audace. Jupiter dans le Bélier, tu mets à ce moment-là le Bélier, tu le jettes au loup, mais il devient chef de la meute. C'est un peu ça l'énergie qui t'est demandée. C'est que tu te sens bélier, mouton quand même. C'est un mouton avec des cornes, le bélier. Donc ces cornes, le bélier n'a pas une très bonne réputation, l'animal, mais ces cornes sont son unique moyen de défense. Il est quand même un mouton, ça ne mord pas. Ça n'a rien d'autre à son actif. Bon, après, le coup de bélier est quand même puissant. Quand tu te prends des cornes de bélier, t'es pas obligé de te relever derrière. Mais il y a ce dynamisme, il y a cette force, et en même temps, un petit peu dérisoire par rapport à une meute de loups. Tu mets un bélier, tu le jettes au loup, dopé par son courage et son audace, il devient chef de la meute. Ça, c'est le point qui est certainement le plus porteur dans cette énergie d'éclipse. C'est-à-dire que ça t'engage, ça t'encourage à aller se tenir droit, s'affirmer de façon juste. Il ne s'agit pas de se rouler par terre en mode caprice. Mais t'avais dit que tu ferais ça. Non, pas du tout. C'est au contraire en affirmation mature de soi-même. Ok, bon, d'accord, il faut faire ça. D'accord, je m'engage à le faire. Et s'il le faut, je vais aller parmi les loups faire ce que j'ai à faire. Et j'ai cette capacité à aller... finalement inspirer aussi les autres par ma prise d'initiative et ma prise de leadership. Super intéressant. Très, 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 très intéressant. Alors, il y a un peu de tout, tu le vois. On a ces côtés de prise de courage, de force de feu, qui est quand même bien présente avec... du coup, tout le dynamisme qu'il y a avec. Bon, de l'autre côté, on a un Mars un peu qui patauge dans la flotte, là, dans l'énergie du Cancer, donc il n'est pas non plus... il n'est pas à fond, mais ça veut dire que justement, Mars, il faut le regarder un petit peu du coin de l'œil, parce que les postures passives-agressives peuvent être assez présentes.
Alors on va préférer à chaque fois une communication la plus claire possible, tout en sachant que dès le lendemain de l'éclipse, Mercure va faire marche arrière, va faire sa petite rétrogradation, lui, dans le signe du Taureau, et qu'on va être du coup très centré sur les recherches d'arguments pragmatiques, une réflexion, pas rapide, posée, pas à pas, peut-être même du silence. On n'est pas dans un grand bavardage quand Mercure est en Taureau. C'est plutôt calme, posé, éventuellement un peu discret, un peu taiseux. Comme en Capricorne d'ailleurs, ça peut être un peu taiseux aussi, Mercure en Capricorne, donc ça aussi ça se travaille. Mais on est sur des recherches de points très 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 logiques. Et l'une des logiques à laquelle va s'accrocher Mercure, là, c'est justement regarder le sas de cohérence entre nos valeurs personnelles et ce que nous sommes en train de démarrer. Et est-ce que tout ceci s'ajuste bien? Je vais te donner un exemple concret de chez Concret. Tu ouvres une entreprise, tu es en train d'ouvrir une entreprise. Allez, admettons que tu vas vendre... allez, on va jusqu'au bout de l'exemple. Admettons que tu vas vendre des bijoux fantaisie. Donc tu engages un investissement pour ouvrir cette entreprise. Il te faut du stock. Toi, tes valeurs super importantes et fondamentales, par exemple, ça va être l'écologie, ça va être les matières nobles, les matières respectueuses. Et pour un certain nombre de raisons, et parfois de façon complètement inconsciente, tu ne le sais même pas, tu te retrouves à acheter un stock de bijoux qui vient de Chine, qui n'est pas du tout fabriqué en cohérence avec les valeurs qui t'animent d'habitude. Et la question se pose, c'est qu'est-ce que tu fais, quoi, en fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu as investi pour quelque chose où tu te rends compte au fur et à mesure, sur le coup, tu n'en as pas pris conscience, mais tu te rends compte qu'en fait, ça ne correspond pas à tes valeurs. Alors, comment tu vas jumper? Bon, avec tout le travail de Pluton, avec tout le travail qui dynamise les aspects d'authenticité. Ça fait quand même un bout de temps qu'on est en train d'enlever les couches superficielles pour aller de plus en plus vers le noyau. Pluton, plutonium, nucléaire, le retour au noyau, ça c'est le boulot de Pluton, d'aller dans le fond. On va chercher le point d'origine, le point de source, l'ADN véritable, le cœur de l'atome, quoi. On est ici, on est dans ce secteur-là. Il va pas faire de pli, en fait. Il va pas avoir de tolérance et de souplesse. Il va te demander, ce Pluton, de toute façon c'est toujours ce qu'il demande, mais là, à regarder comment il est dans ta carte, mais à toi, et comment il communique. Est-ce qu'il communique particulièrement aussi ton Pluton natal? Est-ce qu'il a des communications aussi particulières au moment de cette nouvelle lune, avec les planètes en présence au-dessus de nos têtes? Mais globalement, il va venir appuyer là où ça fait mal dans ce nouvel élan. Et tu peux avoir un gros dynamisme, bien sentir l'élan de nouveau départ. Mais s'il y a une forme de contradiction en écho avec quelque chose qui fait partie de tes racines, valeurs en fait, de ton ancrage sur Terre, ce qui est important pour toi, la manière dont tu te nourris par exemple, si tu es aussi habitué par exemple à faire des bons petits plats, à prendre soin, à sélectionner avec beaucoup d'importance tes aliments à toi, parce que tu as conscience que ça fait partie des choses importantes pour ta santé, et que tu ouvres un restaurant dans lequel tu vas vendre de la nourriture industrielle réchauffée. Bon, là aussi, la recherche de cohérence, elle ne va pas te mettre en paix, en fait, à un moment donné. La recherche, c'est l'authenticité dans toute cette énergie du bélier et dans le travail de fond de Pluton, là, qui est quand même... J'insiste un peu dessus parce que je le trouve fondamental, et que il nous fait souvent peur, Pluton, à juste titre, d'ailleurs. C'est quand même lui qui est le porteur du karma émotionnel. Donc,
Pluton vient, dans l'idée, il vient arracher ce qui ne te sert plus. Il ne te demande pas ton avis, en fait. Il passe comme un rouleau compresseur à planir finalement les aspérités qui enquiquinent ton chemin d'évolution. Parfois, il y a des petites aspérités qu'on aime bien, tu vois. Il y a des choses qui nous sont agréables, mais bon, si ça nous empêche d'avancer, Pluton va l'écarter, forcément. Les manques d'authenticité sont des choses qui nous empêchent d'avancer parce que notre énergie vitale est du coup teintée par ce manque d'authenticité. Les signaux qui émanent de nous ne sont plus aussi clairs quand on s'adresse au monde de façon large. Et l'énergie qui est en nous, elle n'est plus non plus aussi claire. Ce qui fait que potentiellement, la loi de l'attraction, elle va se nicher partout. Elle va se nicher partout. Donc aussi bien pour les vibrations claires qu'aussi bien que pour les vibrations peu claires. Donc à prendre également en considération dans ce que tu vas pouvoir observer d'ici quelques jours, même d'ici 6 mois, parce que on n'est que sur un on est sur un développement qui n'est pas, comme je te le disais, un développement aussi rapide que la survenue de l'éclipse sur le plan astronomique. Sur le plan astrologique, on a un développement d'éclipse qui dure dans le temps, qui vient nimber en fait dans le temps pendant de nombreux mois la zone dans laquelle s'est tenu justement cet événement astronomique. Alors, quelques petits conseils pratico-pratiques valables pour toutes les éclipses dans un premier temps et peut-être plus valables pour celle-ci dans un second temps. Première chose, ça draine. Énergétiquement, ça draine parce que cette disparition-là du soleil, qui est quand même la symbolique quelque part de la vitalité, pour la résumer très 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 vite, cette disparition du soleil nous impacte tous et que même si ça ne dure qu'une poignée de minutes, on le sent de façon très mystérieuse comme ça, mais j'adore parce que nous sommes justement tous connectés, donc ce qui arrive au pôle sud me touche aussi. C'est une prise de conscience aussi qui est bonne à cultiver dans cette singularité, cette individualité du bélier, que nous sommes aussi tous connectés. Garder ça en tête est très bon. Donc comme c'est énergivore, un tempo énergivore, on ne va pas se lancer des gros challenges, des gros défis, des dimensions. Alors en plus dans le signe du bélier, qui est un signe super physique, relié avec Mars, vraiment la physicalité est présente dans cet archétype. On n'est pas du tout en mode perché, on est bien dans le corps, dans le bélier. On ne se met pas en danger, on va éviter les prises de risques, on va éviter d'aller monter sur son toit pour réparer une antenne alors qu'il y a une avis de tempête et qu'éventuellement il pleut des cordes, par exemple. On va aussi éviter toute activité qui potentiellement, qui représente un risque réel, soit parce que nous ne sommes pas aguerris, soit parce que l'activité en elle-même est clairement dangereuse. Donc, si on peut se mettre un peu au repos et au calme, ça sera une très bonne chose. Ensuite, ton hydratation. Ton hydratation, elle est essentielle pendant les périodes d'éclipse. Pourquoi ? Parce que, et notamment celle-ci, donc là j'insiste lourdement, mais dès qu'on a une portée émotionnelle, donc toute éclipse, il y a une portée émotionnelle. Là, avec Pluton dans le jeu, la portée émotionnelle, elle est bien. Avec Chiron, qui est touché aussi un peu de son côté, on a une charge émotionnelle qui est aussi bien présente. L'émotion est en lien complet, en fait, avec l'eau. Il y a toute une arborescence de liens qui relie la dimension émotionnelle avec l'élément eau. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter un autre moment. Peut-être quand je te parlerai justement de la spécificité des lunes d'eau et de ce qu'elles nous permettent sur le plan sensitif. Quelque chose qui est en préparation pour un peu plus tard. Ce lien nous demande, avec l'eau, nous demande du coup de bien nous hydrater parce que nous allons être, les liquides contenus dans notre corps vont être chargés de l'émotion que nous contenons. D'accord ? Tu peux te renseigner, tu peux aller regarder
les expériences qui ont été faites autour de l'eau, de la congélation de l'eau, selon aussi ce qu'on dit à l'eau, les mots qu'on dit à l'eau. Si je le retrouve, je mettrai un lien. J'en ai déjà parlé, je crois, dans un des tout premiers podcasts publics, où j'avais mis des liens justement qui expliquaient la capacité, guillemets, empathique, je ferme les guillemets, de l'eau. Donc, quand on est soi-même une petite boule d'émotion, toute pleine d'eau, là, qu'on a l'impression qu'on nous bouscule, qu'on va se mettre à pleurer tellement notre émotion est partout, qui n'est pas forcément une émotion de tristesse, hein, mais souvent on peut avoir ce sentiment-là, c'est important aussi de renouveler l'eau de notre corps. D'accord, ça permet d'alléger un peu cette dynamique émotionnelle, de la permettre de filer, de ne pas se mettre en rétention émotionnelle. Donc on dynamise tout le système liquidique à l'intérieur de nous en absorbant de l'eau. Tu peux prendre des bains aussi, des douches, prendre soin de toi dans ta dimension corporelle. Travailler sur ton corps avec des choses qui soient plutôt douces, mais qui en même temps te garantissent vraiment une dépense énergétique. C'est-à-dire que c'est pas la balade du dimanche avec papy et mamie, c'est une balade tonique, mais dans laquelle tu vas être très attentif aussi à la nature qui t'entoure, par exemple, à l'environnement qui t'entoure. Ça passe par le corps, il faut que tu transpires quand même un tout petit peu, sans aller te faire mal, hein. Ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les activités risquées est toujours valable. Donc on évite par contre les choses qui sont violentes. Les choses qui sont sollicitantes physiquement, mais non violentes. Hein. Il y a ce petit effet de... Je vais chercher quand même un petit peu l'émergence physique. Bon, ça c'est un conseil spécifique pour maintenant, hein, pour cette nouvelle lune en bélier. Pour d'autres nouvelles lunes, je vais te dire de te mettre sur ton canapé, de chiller et de regarder Netflix. D'autres éclipses, mais là, non, tu peux bouger ton corps et je te recommande même de bouger ton corps dans l'espace de cette manière-là. Mange léger, parce que la lune régit par correspondance tout ce qui est notre système de digestion, et qu'elle a quand même pas mal de boulot quand elle est en train de cacher le soleil, donc ça veut dire que notre système digestif est peut-être un petit peu moins opérationnel. Donc on allège et surtout on va essayer d'éviter ce qui est les protéines animales dans un délai de 24-48 heures. Hein. On peut en manger, hein. Il n'y a absolument aucune contre-indication à rien. Mais dans les observations que je mène, et sur moi et sur d'autres, je constate que éviter ou alléger son alimentation de protéines animales au moment des éclipses est facilitant justement pour la gestion émotionnelle. C'est très basico-basique. Hein. Les protéines animales font partie des éléments qui sont peut-être les plus difficiles à digérer pour le corps humain. Et il y a une dépense calorique importante pour aller dégrader justement ces protéines et les transformer en nutriments essentiels. C'est-à-dire que tu dépenses presque plus de calories à digérer ton steak que ce qui va t'en apporter. Je grossis le trait, hein. Évidemment, c'est caricatural, mais l'idée, c'est un petit peu celle-ci. Et dans cette dégradation de protéines, tu viens charger ton système, ton volume liquidien existant, ton sang, hein, de toxines, particulièrement dures aussi, énergivores pour le corps à dégrader. Beaucoup plus compliqué, en fait, d'aller dégrader une protéine animale dans notre corps. Ce qui veut dire que le rein prend plus cher aussi, ce qui veut dire aussi que dans ces moments-là, eh bien, si on a besoin, au contraire, de faire circuler l'eau dans notre corps pour nous aider sur le plan émotionnel, absorber des grosses quantités de protéines animales ne va pas nous aider, quoi. Ça ne va pas du tout nous aider. Donc, lever le pied là-dessus, ça peut être pas mal pendant 24-48 heures, à chacun de voir selon ses habitudes, et que ça ne lui fasse pas trop de peine non plus. Hein. On se chouchoute quand même, on prend soin de soi. Donc, pas de contraintes désaxées aussi par rapport à tes goûts et ce que tu aimes faire. Mais sois en conscience de ça, c'est déjà une énorme chose que de le savoir et d'en être en conscience. Ne mets surtout pas tes pierres de lithothérapie
à recharger pendant cette nouvelle lune. Parce que c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. Alors j'ai fait l'expérience, il y a quelques années de ça, de mettre mes pierres à recharger. Et en fait, j'en ai la moitié qui ont explosé. Je ne savais même pas que c'était possible. Mais j'en ai la moitié qui ont explosé en fait sous la puissance d'une nouvelle lune éclipsée, avec les archétypes du bélier qui étaient hyper marqués à cette époque-là. C'était pas sur l'axe bélier-balance ou taureau-scorpion, hein, c'était sur un autre axe, mais par contre, on avait une forte puissance yang et Pluton. Donc je te recommande d'attendre une lunaison normale pour faire la recharge de tes pierres de lithothérapie, parce que franchement, celle-ci, pour certaines qualités de pierre, qualité j'entends, pas qualité... pas qualité de la pureté de la pierre, hein. Pour certains types de pierres, bah, ça va juste pas le faire. Donc abstiens-toi si tu ne sais pas trop lesquels peuvent tolérer le choc ou pas. Je ne savais pas moi, mais de toute façon je ne jouerai pas avec celles dont je sais maintenant qu'elles peuvent tolérer le choc. J'ai pas du tout envie de recommencer cette expérience, c'était trop décevant, quoi. Surtout quand c'est le truc, tu sais, tu ne penses jamais à le faire, et tout d'un coup, tu as un flash, tu dis « Ah, mais oui, je vais faire ça », et que le résultat est complètement différent de celui que tu espérais. Bon, bah écoute, on apprend. C'est la vertu de l'erreur apprentissage. C'est ce binôme avec lequel on a parfois tant de mal en tant qu'être humain. Concevoir qu'il faut se tromper pour pouvoir reprendre le bon chemin. Bon, voilà pour les pierres. Que te dire d'autre en termes de recommandations ? Oui, pendant les périodes d'éclipse, on s'abstient d'aller poser des actes trop forts, hein. Alors en soi, il n'y a pas trop de problème. Poser des engagements à l'intérieur de soi, il n'y a pas trop de problème. S'engager vis-à-vis de soi-même, on est toujours OK. En revanche, tout ce qui va être nouer des contrats à visée d'achat, ou d'engagement sur du long terme. Bon, on va peut-être se donner quelques temps de réflexion et peut-être pas agir à ce moment-là. C'est un peu la promesse d'une forme de ralentissement et de complication. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire en période d'éclipse, et j'en parlerai dans le second opus de Et l'univers t'aidera, le programme qui est en cours, qui a commencé le mois prochain, et la seconde masterclass aura lieu le 26 avril à 21h. Si tu veux nous rejoindre, tu as les liens un petit peu partout pour rejoindre mon site et les spécificités de cette formation. Laisse-toi guider, j'ai envie de te dire. On reparlera de ça, mais quand tu entames quelque chose en temps d'éclipse, tu peux d'ores et déjà partir du principe que tu as un délai de 6 mois qui s'offre à toi avant une réalisation potentiellement concrète des choses. Alors, de temps en temps, ça va t'arranger, comme dans la planification de projet, par exemple. C'est ce dont je vais parler, entre autres, à la fin du mois, dans cette deuxième masterclass. Parfois, ça ne va pas t'arranger. Mais il y a toujours une manière de faire qui va aller dans le bon sens pour toi. Alors, je me rappelle, moi, m'être engagée en fait, sur l'achat d'une maison en période d'éclipse. Concrètement, je savais qu'il y avait une temporalité, j'avais pas trop le choix en fait du créneau, hein, pour opérer sur cette signature. Concrètement, je savais qu'il allait y avoir un ralentissement potentiel, qu'il pouvait y avoir des accroches en fait sur le projet, des choses qui viennent ralentir. Bon, ça c'est du karmique, hein. Des choses qui viennent ralentir, qui viennent temporiser, qui viennent contrecarrer les plans. Et effectivement, le processus pour accéder concrètement à cette maison a été hyper éprouvant sur plein de plans et jusqu'au dernier moment. Et en fait, la conclusion concrète de l'achat ne s'est fait que 6 mois plus tard. Ce qui était long, étant donné que sur le point de départ pratico-pratique, en 3 semaines, par contre, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça puisse être fait. Mais bon, il y a toujours le délai incompressible
de 3 mois qui sont, voilà, ça c'est inscrit dans le, dans le truc, mais non, là c'était doublé en fait. On a tout simplement doublé le délai initial. Bon, après, pas de drame derrière, hein, mais par contre un fort besoin d'adaptation. Alors ça peut être intéressant si justement on te presse là pour t'engager sur quelque chose, que tu n'as pas le choix, qu'il faut que tu y ailles maintenant, enfin que les contraintes sont trop fortes pour te permettre de reporter ton point d'engagement. Bon, écoute, sache du coup que tu peux rallonger tous les délais euh, et partir du principe qu'avant 6 mois, il n'y aura peut-être pas grand-chose de palpable et de réalisable et de concret. C'est aussi l'une des ressources et l'une des vertus à déployer, alors en temps d'éclipse de manière générale, mais encore plus ici, c'est une forme de patience. Alors pourquoi en temps d'éclipse en général ? Et pourquoi sur celle-ci encore plus ? Bien parce que dès qu'on est sur une dimension d'éclipse et donc karmique, on peut être touché par ce qu'on appelle un faux sentiment d'urgence. C'est-à-dire que la situation est potentiellement tellement inconfortable, on est tellement en train de sortir de notre zone de confort dans ces périodes d'éclipse, qu'on n'a qu'une envie, c'est que ça cesse, en fait. Et c'est ça qui peut nous faire agir, et la Mars en Cancer, du coup, réagir de manière pas forcément à droite. L'action et la réaction, je le dis régulièrement, la réaction, cette dimension de se mettre en mouvement, en réponse émotionnelle, instinctive, non réfléchie, non calibrée, non intégrée, est vraiment rarement une très très bonne option. Donc, de la patience, concevoir que les temps d'inconfort, en fait, il y a un début, il y a une fin, c'est un cycle. Donc, sur les lunaisons, tout le monde a fait au moins une fois l'expérience de ne pas fermer l'œil de la nuit sur une nouvelle lune, sur une pleine lune, ou je ne sais quoi d'autre, ou sur une révolution lunaire, un peu marquée pour soi-même. Bon, tout le monde a fait cette expérience-là. Bon, il y a un début, il y a une fin. Au bout de quelques jours, quelques heures, ça se tasse. Et puis, hop, c'est bon. On repart sur autre chose. Là aussi, respire, souffle, reprends un bain et mets-toi à l'abri de la précipitation et de ruer dans les brancards, qui reviendrait finalement à être sur une énergie aussi de bélier, plutôt pas très adroit. C'est pas ce bélier-là qui devient le chef de la meute de loups. Ce bélier-là, il va venir dans sa maladresse, finalement peut-être plus se livrer au loup dans une absence en fait stratégique. La stratégie, c'est pas un gros mot. C'est bien de réfléchir. D'ailleurs, Mercure en Taureau va nous apprendre à élaborer aussi une stratégie d'accès à nos vœux les plus profonds. What else sur les éclipses ? Non, écoute, je pense que je t'ai à peu près tout dit. Évidemment, c'est pas vrai, je ne t'ai absolument pas tout dit, mais en tout cas, pour ce que j'avais prévu de dire aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça sera utile pour toi pour transiter ces moments, un petit peu de tempête-tornade qui nous attendent, en tout cas à l'intérieur. Donc on se centre, on écrit, on crée, s'il y a besoin de créer, de passer nos émotions. Tout ce qui va nous être bon et sain sur le plan émotionnel, ça va être un gain pour notre croissance. Donc on n'hésite pas, ça sera du coup le 20 avril à 6h du matin en France, si ma mémoire est bonne. Et voilà, écoute. Voilà. Un joli dimanche ici qui s'annonce. Tu entends certainement les oiseaux là. On sent bien le dynamisme du printemps quand même. Ça chante partout. Il est l'heure pour moi d'aller voir si mes petites poules m'ont laissé leur cadeau quotidien de très bons œufs. Je t'embrasse bien fort.